Dissonance, le média podcast qui porte les voix que l'on n'entend pas. Dissonance, le média podcast populaire, radical et militant. Un nouvel épisode un vendredi sur deux à 20h, en libre écoute sur dissonance.bzh. Agriculture, nourrir les gens, trouver du sens. À l'heure de l'Anthropocène, c'est-à-dire l'époque de l'histoire de la Terre au cours de laquelle les activités humaines ont un impact significatif et global sur le système planétaire, la mondialisation du capitalisme néolibéral nous entraîne au-delà des limites soutenables par celui-ci. Entre extinction globale des espèces, changements climatiques dévastateurs, émergence d'épidémies ravageant les écosystèmes en place, tout cela dans le seul intérêt de l'enrichissement de quelques-uns au détriment de tous. L'impact humain n'aura jamais été aussi cataclysmique, jusqu'à mettre en péril la survie même de notre espèce. L'agro-industrie ainsi que l'agrochimie et la grande distribution dictent les orientations agricoles mondiales par l'hyperspécialisation des productions suivant les régions, la privatisation des semences, du sol et de l'eau, tout en les polluant et dégradant sans retour possible. L'agriculture pourrait permettre de nourrir 2 fois la population mondiale actuelle et pourtant la famine tue. Notre santé est mise en danger par une alimentation ultra transformée, les aliments sont contaminés par des pesticides et des perturbateurs endocriniens. Les agriculteurs sont en première ligne par l'impact sur leur propre santé, mais aussi par un taux de suicide alarmant, broyé par le système en place. Dans ce contexte, qui sont ces personnes qui ont fait le choix de la terre dite nourricière, de cultiver et ou d'élever pour répondre à un besoin primaire, se nourrir? Entre lutte contre le Mercosur, une zoonose en cours avec le choix de l'abattage systématique des troupeaux pour préserver le statut indemne sur le marché de la viande à l'export, l'appel à manifester des syndicats agricoles minoritaires, ces dernières semaines en France, la crise agricole rythme les actualités dans un climat social tendu. Derrière leurs revendications se dessine, en toile de fond, le dysfonctionnement du modèle agricole actuel dans sa globalité. Les luttes des paysannes, en opposition aux chefs d'exploitation, ne sont pas anecdotiques. Elles sont révélatrices d'un système en crise, dont les dynamiques sont le reflet de celles du système capitaliste dans sa globalité, où se déploient des politiques internationales d'un néolibéralisme de plus en plus féroce et destructeur, tant pour les humains que pour les autres espèces animales et l'environnement. Au cœur de ce modèle existant, politique agricole commune, normes européennes, accords de libre-échange et autres mécanismes économiques libéraux sont autant d'avantages au service des plus grandes entreprises et de leurs dirigeantes. Dans ce climat politique général assurant la suprématie et le quasi-monopole des grands groupes sur la production agricole et sur le marché, et ce au détriment des plus petites structures, les voies alternatives paraissent chaque jour plus difficiles. Au sein d'un tel climat libéral aliénant, comment trouver du sens à son métier? Comment redonner son importance au fait de nourrir les gens? Certains tentent d'aller à contre-courant du système dominant. Des agriculteurs et agricultrices qui mettent en place des structures et des pratiques alternatives, plus réduites, plus humaines, plus conscientes. On est allé tendre nos micros à ces personnes-là. Des professionnels du monde agricole tentant de construire, à leur échelle, une autre agriculture possible. De tracer des chemins en dehors des sentiers battus du modèle capitaliste productiviste. De mettre en place et de cultiver, à travers leurs propres pratiques de leur métier, un autre rapport à la terre et au vivant. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le secteur agricole comme profession? Quel est ton parcours, tant ton parcours personnel que professionnel? Alors moi, je pense que j'ai toujours été très politique, très politisé. Je grandis dans une famille comme ça, et puis ça m'intéressait par moi-même aussi. Et donc, je pense que j'y suis arrivé par l'écologie, quoi, ou par l'envie de... Enfin voilà, j'habitais à Nantes après les études. Je cherchais à bosser le moins possible. J'avais très vite identifié le monde du travail comme hostile et comme
voilà, oppressant, oppressif. Je m'arrangeais pour bosser le moins possible. Et de fil en aiguille, voilà, j'avais mes convictions écolo, il y avait la lutte contre l'aéroport, le soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui m'a pas mal marqué aussi. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai eu envie de faire, on a eu envie avec des potes de créer un petit jardin collectif sur des terres qu'on a squattées, des friches, en fait, des terres maraîchères de la périphérie vers Doulon, là, le jardin des Ronces qu'on a créé et j'ai bien aimé quoi, j'ai pris goût en fait. Moi, j'étais pas maraîchère au Mexique. J'étais citadine finalement. J'étais pas trop dans une communauté où la paysannerie fait partie de la vie quotidienne. Donc, je peux pas dire que ça vient de là. Malheureusement, la première manif, c'était quand les zapatistes ils sont passés par ma ville pour aller à la ville de Mexico. Donc aussi, bien sûr, on les connaissait. J'étais dans une école freinée et du coup, qui était assez militante. On avait de temps en temps des petits repères sur les mouvements zapatistes, etc. Après, je peux pas dire que j'ai... Moi, j'avais pas du tout une famille politisée, donc... Et mes parents, c'était de droite. Donc j'avais pas une culture politique non plus. J'ai pas été... par exemple, j'ai jamais été dans une caracole. Moi, mon parcours, je vais avoir 40 ans, pour situer un peu le truc. Je me suis installé en juin 2016 et avant ça, donc, j'ai fait des études dans l'environnement. En fait, depuis tout petit, je suis passionné par la biodiversité et notamment les oiseaux. Je courais dans la ferme de mon père dans le Massif central après les oiseaux et un peu après les vaches, mais surtout après les oiseaux. Amateur de pêche à la truite, donc proche des rivières. J'étais tout le temps fourré un peu dans la nature. Et donc assez naturellement, moi j'ai fait mes études, un BTS gestion protection de la nature en Corrèze, puis un master, une licence et un master d'écologie. Et assez vite, mon parcours il était un peu tracé. Je savais que j'allais bosser dans des espaces naturels protégés. Donc j'ai orienté mes candidatures là-dessus en fait. Je suis arrivé dans les métiers de l'environnement dans le Var, où j'ai bossé sur la tortue d'Arman, une petite tortue terrestre. Et après, mon contrat se finissant, j'ai postulé sur une offre d'emploi à Bretagne Vivante, donc Asso régional de protection de la nature en Bretagne. C'est comme ça que j'ai découvert le milieu marin aussi et la Bretagne d'une manière générale. Son paysage et son attrait en effet écologique sur la côte, mais c'est l'intérieur des terres. Il n'était pas celui auquel je pensais, enfin dans mon imaginaire de la Bretagne. C'est assez quand même touché par l'agriculture en fait, et je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment le monde du... Quand on parlait d'agrobusiness ou des choses comme ça, ah oui, on est en Bretagne, je vois ce que c'est. Donc les effets du remembrement et toutes ces choses-là. J'ai bossé 7 ans à Bretagne Vivante en tant qu'animateur nature, gestionnaire d'un site naturel. Super expérience, taf très intéressant, mais au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que l'efficacité en fait dans la protection de la nature, elle n'était pas suffisante. J'avais aussi un peu cette gêne avec, on a des convictions écolo, on est militant et tout, donc on a un peu un avis sur tout et en même temps on fait rien entre guillemets quoi. On dit on sait mieux que ceux qui font les choses comment les faire, donc ça j'étais pas à l'aise avec ça. J'avais envie un peu de propagande par le fait quoi, j'ai envie de montrer que c'était possible de faire autrement. Avec ce monde du travail identifié comme hostile, j'avais un peu l'idée de cultiver mon autonomie à terme, de faire ça en collectif toujours, mais vivre un peu le plus autonome possible avec ma petite ferme. Pas forcément avoir une activité marchande, mais enfin voilà. Au fur et à mesure, on a rencontré des gens avec ce jardin collectif de toutes sortes, et dont des gens qui étaient plus avancés que moi dans leur volonté vraiment de créer une petite ferme maraîchère et d'en vivre, qui nous ont proposé de... Ils voulaient faire un collectif aussi, de se joindre à eux. Et moi, ça m'avait un petit peu frustré, le jardin collectif, le jardin squatté, parce que on avait tous nos activités, nos occupations à l'extérieur, et donc on mettait pas autant de moyens que ce qu'il faudrait pour vraiment le faire vivre et en profiter, quoi. Voilà, cultiver des beaux et gros légumes, ça me frustrait un petit peu. Ni les moyens en temps et en énergie, ni les moyens, voilà, des fois, il faut investir un peu pour avoir un peu de matos ou quoi. On était un peu limité et ça me plaisait bien d'essayer vraiment de mettre le paquet et de créer une petite ferme qui tourne, de m'engager à fond quoi, dans un projet. Moi j'ai maintenant 37 ans et ça fait 10 ans maintenant que je suis maraîcher. On va fêter nos 10 ans d'installation, de création de la ferme cette année. Donc c'est une petite ferme maraîchère, on est 6 à travailler ensemble, on est 6 associés et donc ça fait 10 ans maintenant. On fait tous les légumes, que des légumes, on a un peu moins de 7 hectares.
Il se trouve que j'ai pas fait d'études universitaires. Après le lycée, je suis partie en voyage et je suis presque, pour ainsi dire, jamais revenue. Du coup, j'étais partie au Canada, je travaillais. Quand je suis retournée au Mexique, je n'ai pas accroché avec les études. Et du coup, quand je suis arrivée en France sans diplôme, en vrai, t'as pas beaucoup de choix. C'est une grosse différence avec le Mexique, où en fait, tu n'as pas beaucoup de... Pour certaines choses, si, mais les diplômes sont peut-être un peu moins exigés. Moi, j'ai halluciné, hein, en fait. Tu veux vendre du pain dans une boulangerie, il faut un diplôme des commerces. Et du coup, j'avais aussi déjà une réflexion avec Léo, on voulait être plutôt autonome dans notre nourriture, etc. Et donc, quand tu cherches aussi un boulot qui a du sens, qui n'a pas de diplôme, il n'y a pas 36 000 choix en soi. Donc ça a été assez évident finalement de finir paysanne. Il faut aller plus loin et en ayant bossé, en donnant aussi des conseils à des agriculteurs, je me suis peut-être dit ça vaudrait le coup de passer de l'autre côté quoi, pour mettre en application des choses qu'on dit qu'il faut faire pour essayer d'aller dans une démarche de progrès quoi, pour la biodiversité. Ça m'a pris 2 ans à réfléchir à tout ça et je savais que je voulais devenir agriculteur. Dans quelle branche, je ne savais pas trop. L'élevage, en fait, comme je suis né dans une ferme dans le Massif central où il y avait des vaches, ça m'a rattrapé et j'ai fait du lien entre mon travail sur les réserves et je revoyais mon père dans une région bocagère où il y avait des prairies, des zones humides et je me dis en fait ouais, l'élevage ça a quand même du sens quoi. Et on arrive au bout de 10 ans. C'était pas comme ça depuis le début, mais enfin disons aujourd'hui, tout compris, on arrive à se dégager un peu plus de 1 000 euros par mois chacun, 1 150. Et on travaille, moi j'estime à environ 32 heures annualisées. On fait 30 heures l'hiver et 35 l'été. Pareil, c'était pas comme ça depuis le début, mais voilà, on est arrivé à ça au bout de quelques années. Nous, on s'arrange entre nous, on se fixe un quota d'heures, on a tout notre petit règlement intérieur, code du travail à nous, quoi, qu'il faut respecter, mais bon, qui donne vraiment beaucoup de souplesse. Chaque semaine, si on a un rendez-vous, un impératif ou quoi, on arrange nos horaires comme ça nous arrange, et si on a besoin de rattraper des heures, on peut le faire quand on veut, un peu plus tard, un peu plus tôt. Notre organisation, c'est que on se fixe un quota d'heures à faire dans la semaine, c'est 30 l'hiver et 35 l'été, partage en 6 mois, quoi, grosso modo. Après, chacun les fait un peu comme il veut, et puis on fait une réunion le lundi pour dire qui est là quand. La semaine, elle est assez rythmée aussi par les récoltes qu'on doit faire, qui sont calées. Il y a forcément des jours où il y a besoin de monde, et donc on organise ensuite les chantiers de la semaine en fonction de qui est là quand. Moi, ma famille, ils sont super contents que je sois paysanne. C'est génial. Mais il y a des gens à qui je dis je suis paysanne. Et ils me disent ah non, t'es agricultrice. En France, t'es forcément plus technologique. Le Mexique aussi, c'est un pays élitiste et raciste comme beaucoup d'autres. Et donc, c'est aussi beaucoup des communautés autochtones qui sont paysannes et qui, du coup, ils ont cette connotation un peu de pauvreté, forcément sans études, etc. Alors que je suis sans études. En termes de modèle, juste de l'élevage bovin, même si le projet c'est faire de la vente directe, c'était pas suffisant. Donc il fallait construire un projet aussi économique parce que l'idée c'était donc de bosser, d'améliorer la biodiversité sur l'espace agricole. Mais évidemment, si je deviens agriculteur, c'est de vivre de mon métier, quoi. Donc il fallait trouver une autre activité. Et en fait, j'aime bien le pain. Je suis un gros mangeur de pain et j'étais faire du pain chez un copain qui a fait un peu la même démarche et j'ai trouvé l'activité pas mal. On est un peu au chaud dans le fournil. J'aime le pain. Il y avait une logique en fait. L'idée c'était de toute façon produire ses céréales, d'être autonome. Donc faire des céréales, faire de la farine pour faire du pain. Et après en termes de rotation de culture, en fait ça avait du sens avec les vaches. Quelques années de prairies puis culture de céréales et quasiment de mieux en fait pour faire du blé derrière des prairies. Donc ça avait du sens. On a fait des choix forts aussi, on n'a pas voulu s'endetter, on n'a pas fait d'emprunt à la banque. Je dis pas que c'est forcément ça qu'il faut faire, parce que ça peut être aussi assez pénible. Ça s'est installé très progressivement, on l'a créé sur plusieurs années. Au début on a commencé tout petit, et puis on a fait que d'augmenter, en réinvestissant beaucoup, en vivant avec très peu d'argent aussi, en mettant de l'argent qu'on avait économisé aussi dans le truc, plus les subventions à l'installation, le parcours assez classique d'une installation agricole. Mais au bout du compte, je pense que le fait de ne pas faire d'emprunt, ça finit par payer, parce que c'est des intérêts en moins à rembourser. Voilà.
Ma mère, elle croit à des trucs intergénérationnels. Son grand-père était berger et était espagnol. Il a dû partir parce qu'il était très pauvre. Du coup, il est parti au Mexique. Il est parti d'Espagne, il est arrivé au Mexique et il a toujours regretté ses moutons. En tout cas, ça lui manquait beaucoup. Elle a grandi avec ça. Et ma mère, elle a passé beaucoup de temps avec ses grands-parents aussi. Elle a un peu grandi avec ça, donc ça l'a quand même ému que je retourne en Europe. Puis je crois vraiment que... en tout cas, ma mère était très écologiste depuis que je suis petite. Alors qu'au Mexique, c'était pas du tout le sage. On séparait la poubelle, on recyclait, on avait un compost, etc. Du coup, je pense qu'aussi, elle m'a transmis cette veine un peu écolo, quoi. Tout ça, en fait, ça a pu voir le jour grâce à un partenariat avec le Conservatoire du Littoral, qui avait des terres disponibles en déprise agricole, donc c'est des terrains qui ont été délaissés par l'agriculture, notamment par l'élevage. C'est des marais littoraux sur la côte, dans les Côtes d'Armor, là, Plougrescans, c'est vraiment une zone légumière. L'agriculture sur cette zone-là s'est spécialisée clairement sur le légume de plein champ, chou-fleur, artichaut majoritairement. Tout le monde a abandonné l'élevage sur la côte. L'élevage, on le fait dans les terres de manière intensive, d'une autre manière. Tous ces espaces, ces zones humides à fort intérêt justement de biodiversité, sur lesquels on travaillait historiquement avec Samuel pour des questions des qualités de l'eau, suivi de la biodiversité, on se rendait compte qu'il y avait un gros problème, c'est que ces milieux ils se refermaient à défaut d'éleveurs. En fait, c'était de la terre disponible pour nous, pour s'installer, pour justifier de l'installation, déjà d'une, et où il y avait du boulot en termes d'amélioration de la biodiversité grâce à des vaches, quoi. J'avais des grands-parents paysans d'un côté et ouvriers de l'autre. Truc classique, bah voilà, j'avais les deux jambes pour marcher. La particularité quand même de mes grands-parents paysans, c'est qu'ils ont toujours valorisé ça. Alors moi je les ai connus, ils étaient plus paysans. D'ailleurs ils ont arrêté de l'être assez tôt parce que comme toute une génération, ils ont dû vendre leur ferme et cesser d'être paysans. Enfin, lâcher leur ferme et devenir ouvriers. Mais malgré tout, ils avaient un rapport très fort à la terre et un jardin magnifique. Et ils ont toujours estimé qu'il n'y avait pas d'autre vie souhaitable possible. Comme beaucoup de paysans pu dire à leurs enfants ou en tout cas à leurs petits-enfants, ils n'ont jamais dit non, il faut pas devenir paysan, c'est trop dur, c'est un truc de plouc, c'est un truc d'arriéré ou quoi. Ils n'ont jamais eu honte de ça, ils ont au contraire toujours valorisé ce truc-là auprès de moi. Ils ont toujours trouvé comme quelque chose un peu d'absurde et la vie citadine. Donc j'avais ça quand même, en background. Mais c'est l'opportunité qui a fait le truc. Si on n'avait pas rencontré les gens, puis quand c'est un moment de la vie qui s'y prêtait, et j'avais envie de concrétiser aussi un peu quelque chose. Donc voilà, on a créé la ferme, puis j'ai pris goût, quoi. Quelle perception as-tu du modèle agricole dominant actuel ? Quels en sont pour toi les principaux avantages et inconvénients ? C'est une fuite en avant, quoi. C'est vers toujours plus d'industrialisation. C'est assez frustrant de voir que c'est toujours moins d'agriculteurs, quoi. Les résultats concrets de ces politiques-là, elles sont assez catastrophiques pour le milieu paysan, qui avant, un agriculteur, couple, on va dire, pouvait faire vivre une famille à peu près, avec 10 vaches, puis au bout d'un moment, en fin de carrière, ils sont passés à 50 vaches, ils n'arrivaient même plus à faire vivre une famille. Aujourd'hui, il y a plein de couples, en fait, il y a un agriculteur, mais le couple, il va bosser à l'extérieur, parce que sinon, en fait, ça tient pas. C'est toujours pire, en fait. Il y a toujours moins de revenus pour le monde agricole. On pourrait laisser faire aussi, donc il y a des endroits c'est bien de laisser faire la nature, mais il faut remonter le temps, c'est-à-dire quand on s'est sédentarisé il y a 10 000 ans, c'est là qu'on a commencé à façonner le paysage, mais avec une certaine cohérence et, j'ai pas envie de dire une symbiose, mais une cohabitation en fait. Et on a favorisé, on a réouvert des milieux pour faire des prairies, on a défriché des zones, on a réouvert des zones humides, mais on a du coup favorisé aussi au passage des espèces qui aimaient bien ces milieux ouverts-là. Avant, il n'y avait pas besoin, puisqu'on était très peu nombreux, moins d'1 million sur la France à ces périodes-là. Et il y avait des grands cycles naturels, des feux de forêt, des cours d'eau qui étaient laissés à libre cours de l'évolution, des herbivores, des grands herbivores, qui créaient en fait des zones ouvertes, des prairies, des milieux pionniers. Donc il y avait des cycles qui s'installaient. Et nous, on était inclus dedans. Après, on s'est sédentarisé un peu sérieusement, on a fait de l'agriculture, ça allait assez bien jusqu'à malheureusement l'apparition de la chimie et des guerres en fait qui ont amené de la mécanisation et ces questions de productivisme pour toutes les raisons qu'on connaît après la guerre, de nourrir les gens, etc. Et là, on est tombé dans l'extrême et on a dévasté une grande partie de nos paysages, quoi.
C'est quand même très ancré ce truc, en fait, voilà, les agriculteurs, c'est un modèle un peu de petits propriétaires, ils sont à leur compte, ils sont des petits patrons, quoi. Et ça, je dois dire, c'est quelque chose que j'ai découvert, alors que moi, j'étais très politisé, voilà, très dans les luttes, dans les manifs et tout. Et c'est quelque chose que j'ai découvert aussi, qui avait aussi un plaisir que je peux comprendre d'une certaine manière, le fait de s'engager à fond et d'y passer tout son temps et tout. Parce qu'en fait, quand on est à notre compte, ça peut vite avoir du plaisir à le côté entrepreneur, quoi. Voilà, on passe des coups de fil, on fait des devis, on va mettre en place un projet, on va créer un truc. Et c'est notre petite ferme et on va essayer d'optimiser tel ou tel aspect de notre travail. On a un côté acteur, quoi. Ce qui est moins vrai justement pour un modèle industrialisé, intégré, où là, en fait, c'est des petites mains d'ingénieur agronome qui dit tu vas faire tel traitement à telle date et tel autre à telle autre, et on te donne toute la bouffe, et en fait tu décides de rien, quoi. Mais enfin bon, à notre échelle en tout cas, on a pu se prendre au jeu, quoi, du fait d'être à notre compte. Je pense qu'il y a ce côté-là, quoi. On nous a fait croire en tout cas qu'on était des petits patrons. Ça change la vision du travail, le fait de pas être salarié, de pas être fonctionnaire, etc. Alors que de fait, les emplois agricoles aujourd'hui sont ultra subventionnés. Au bout du fait, on devrait être fonctionnaire. On est entouré quand même d'un modèle agricole, notamment en Bretagne, très intensif, qui subit en fait la loi du marché, qui peine en fait, qui est à la rue socialement. On voit bien, enfin, toutes les manifestations, etc. C'est quand même, il y a une espèce de gros ras-le-bol quand même général. Il y a plein d'agriculteurs, leurs vaches elles sortent jamais du bâtiment, ils sont dans des bâtiments hyper technologisés, et s'ils en sortent, c'est à bord d'un tracteur qui coûte 150 000 €, qui appartient à la banque, guidé par satellite. Et en fait, le rapport à la terre et à la nature dans ce cadre-là, c'est rien du tout, quoi. Enfin, il n'y a plus rien du tout. Les modèles, ils sont tellement devenus énormes et ingérables que ce temps dédié à l'environnement, il n'est plus possible, parce que la dimension des fermes, elle est telle qu'on ne peut plus s'occuper de ces espaces-là. On veut nous faire croire que c'est des contraintes, alors qu'on dit qu'on est des producteurs, mais en fait on ne produit rien finalement. C'est la nature qui nous donne des choses. On met des choses en terre et on récolte, c'est le soleil, la photosynthèse, enfin, il y a plein de choses qui se passent, quoi. On a beau être le plus intensif et utiliser de la chimie, il se passe quand même des choses, on a besoin d'un socle. Alors oui, grâce à la perfusion, on arrive à faire pousser de manière démente plein de choses. Et du coup, on nous fait croire qu'il faut aller vers ces productions à l'extrême. Rien qu'à l'échelle d'une production déjà elle-même spécialisée, en fait, tu peux déléguer, tu peux compartimenter chaque aspect du métier et le déléguer. L'exploitant agricole qui se croit un petit patron et qui croit qu'il va entreprendre pour son entreprise, en vérité, il fait tout le temps la même chose et c'est un ouvrier, quoi. Je redis des choses qui ont été mieux dites que moi, je pense, par Bernard Lambert dans Les paysans dans la lutte des classes, quoi, où il montre comment, en fait, les paysans, dans les systèmes intégrés, ils sont complètement exploités par un système industriel, ils sont un rouage de ce système-là, quoi. On était 1,6 million de paysans en 1982. Aujourd'hui, là, on est tout juste 400 000, je crois. On est censé, du coup, ces petits 400 000 agriculteurs, paysans, exploitants agricoles, nourrir apparemment la planète. Donc ça fait quand même du poids sur les épaules de peu de paysans, quoi. La conséquence de l'industrialisation, c'est que des paysans, il n'y en a presque plus, tu vois, il n'y en a même pas 400 000. Les stratégies sanitaires, les normes, tout ça, moi je pense que ça participe à fond de l'industrialisation. Parce qu'en fait, les seuls qui peuvent investir suffisamment pour se mettre aux normes, c'est toujours les plus gros. C'est vraiment une politique qui élimine à chaque fois les plus petits. Alors qu'on sait bien que tous les scandales sanitaires arrivent par l'industrialisation. Le fossé, il est en train de se creuser énormément. Je dis le fossé par rapport en fait à la réalité du monde dans lequel on est. C'est-à-dire que les gens, ils vont au-dessus. 76% des achats, ils sont faits en grande surface. Le lien avec les agriculteurs, il est pas clair, quoi. Donc c'est deux mondes qui se connaissent plus. Quand des jeunes viennent des classes et je leur pose la question par curiosité, est-ce que vous avez de la famille dans le milieu agricole? En fait, il y en a très très peu qui lèvent la main, quoi. Ah oui, peut-être mon grand-père ou mon arrière-grand-père, mais il n'y a plus de parents directs presque qui sont paysans. Donc on voit bien qu'il y a une disparition de ce monde-là, quoi. Et c'est là où je pense que c'est compliqué aujourd'hui dans l'agriculture comme elle est, quoi. Il y a un mal-être, un malaise aussi lié à tout ça, en fait, à cette fracture globale, quoi. Et on ne sait plus comment sont vraiment produites les choses en tant que consommateurs, d'où ça vient vraiment. En effet, la difficulté de nos modèles, c'est qu'on nous tape dessus un peu parce que, alors, en effet, toutes ces zoonoses, enfin la grippe aviaire, la DNC, les FCO, nos animaux étant tout le temps dehors et avec en fait un raccourcissement des chaînes alimentaires, en fait, hein. C'est aussi pour ça que dans l'environnement, en fait, que les zoonoses sont de plus en plus présentes, puisqu'il manque en fait des maillons qui permettaient de réguler ces transmissions. Donc on est impacté, on est vu un peu comme les vilains petits canards, puisque ne veut pas suivre les règles, mais en même temps on défend un modèle qui à la base est sain, en fait.
tes valeurs morales, politiques, éthiques influencent-elles la pratique de ton métier? Si oui, dans quelle mesure et de quelle façon? Dans notre ferme, on est 6, dont 4 femmes et 2 hommes. Au début, on était 3 et 3. Il y avait un autre couple et qui s'est séparé. Et donc, lui a décidé de partir et il a été remplacé par notre copine. Du coup, maintenant, on est en majorité. Là, on a commencé à se poser ces questions-là et on s'est dit que sûrement que beaucoup de l'organisation de la ferme, beaucoup de la façon où on s'organise pour travailler est influencée par le fait qu'on ait pas mal de femmes. À 4 heures, il faut aller chercher les enfants. Il y a quand même des rythmes et des trucs qui sont possibles parce qu'on est une majorité de femmes. Je ne sais pas si c'était que des bonhommes, s'ils auraient pris en compte la vie des familles. Les week-ends, etc. C'est vrai qu'il y a plein de façons de faire l'agriculture et nous on l'a fait à notre manière, en accord avec nos principes. Donc c'est ça qui était intéressant. Ce qui m'a amené à faire ça, c'est aussi par exemple ne pas avoir de chef, ne pas avoir une hiérarchie, pouvoir s'organiser entre égaux. Et ça c'est vachement important pour moi. Autant j'aime bien travailler avec le vivant, les saisons et dehors, que j'aime travailler en collectif. Pour moi aussi, la partie collective est très importante. 6 à travailler ensemble. On fait tous les légumes, que des légumes. On a un peu moins de 7 hectares et qu'on vend directement ici à la campagne dans le vignoble et aussi à Nantes. On vend tout en AMAP. Voilà, donc c'est tous les légumes selon la saison. Du maraîchage diversifié sur des toutes petites surfaces. On est très peu mécanisé, nous. Si je prends en compte que les parcelles qu'on cultive réellement, où il y a des légumes, ça fait même pas 2 hectares, quoi. Donc pour 6, voilà, c'est vraiment tout petit. Sur tout ce qui touche à l'environnement, puisque moi je défends, et ça fait partie de mon projet en fait, d'avoir un atelier sur la biodiversité et de prendre soin de mon environnement, c'est la base en fait. On est tout le temps en train de discuter, on est tout le temps à plusieurs. Et ça, c'est aussi intéressant parce que je ne me vois pas faire ça toute seule. Je pense que les clichés seraient que les femmes, quand ils sont ensemble, ils discutent des trucs complètement banals, alors que nous, on discute beaucoup, mais des trucs très intéressants. Alors, des tout et des rien, mais genre les désherbages, c'est très répétitif, puis c'est très long, donc tu peux passer toute la journée à faire ça. Et en fait, on peut se lancer dans des sujets très intimes ou très... je sais pas, je me souviens d'une fois, on était toutes les 6 à désherber et on parlait de la prostitution. Qu'est-ce qu'on en pense de la prostitution? C'est possible de réfléchir tous en même temps, parce que tout ça que toi toute la journée pour... Donc oui, c'est hyper intéressant. Après, aussi, on parle beaucoup de nos vies, on se connaît très bien. Tout est politique, je crois. Oui. Oui. Mais je ne sais pas si on le aborde d'une façon politique. Parce que mes collègues ne sont pas tous militants ou tous hyper au taquet sur tout ce qui se passe. Par contre, il y a des sujets, en fait, comme chacun ramène son sujet, tout peut sortir comme sujet. Et donc, il y a quand même des choses politiques et ça avance. Ouais. Il y a aussi un truc tu n'es pas en train de regarder tout le monde. Tu vois, toi, ce que tu es en train de faire. Et du coup, j'ai l'impression que tu peux parler des choses que tu regardes dans les yeux les autres personnes, peut-être que tu aurais un peu hésité à dire. J'ai l'impression qu'il y a une liberté de parole intéressante. Vous pourrez faire des interviews en désherbant. On a fait des longues réunions de préparation en amont. On n'a pas créé l'entreprise aussi dès le début, ce qui nous engageait pas trop. Enfin, pendant 2 ans, en fait, on a commencé à bosser sur les terrains sans véritablement créer cette entreprise, et juridiquement en tout cas. Ça nous a permis de être sûr qu'on était compatibles pour bosser ensemble et qu'on avait les mêmes valeurs, etc. Je ne me retrouve pas dans ce modèle et c'est pour ça que j'ai fait un autre choix de défendre l'agriculture paysanne, des petits systèmes sur des petites surfaces, parce qu'on reste sur des petites surfaces quand même, et extensifs, pour pouvoir prendre soin en fait de cette terre qui nous nourrit, de ne pas être dépendant en fait des autres, de la loi du marché ou de ce qui se passe en termes géopolitiques. On est avec des techniques agricoles un peu originales. On ne travaille pas le sol. On ne se considère pas dans la permaculture parce que la permaculture englobe beaucoup d'autres choses que seulement la partie technique de cultiver des légumes. Mais c'est peut-être un peu inspiré de ça. Mais
L'idée, c'est de ne jamais retourner le sol, parce que le sol, c'est pas juste un support mort, c'est pas qu'un support, c'est plein de vie, et puis il fonctionne très bien déjà comme il est. Donc, si tu le retournes, tu casses tout ce qui était déjà construit. Donc, au lieu de nourrir les plantes avec des engrais directement à la plante, on nourrit le sol qui sera riche et dont les plantes ils pourront prendre les nutriments qu'ils ont besoin. Ça s'est traduit par mettre beaucoup de paillage. On met beaucoup de paille, des engrais verts. Voilà, l'idée c'est aussi de ne pas laisser les sols nus parce qu'ils s'érodent beaucoup plus facilement. Donc il faut qu'ils soient toujours couverts. Quand on a commencé, on faisait des choses qu'on ne fait plus. On a évolué aussi dans nos pratiques tout en gardant cette idée de ne pas retourner les sols et de les laisser toujours couverts. Même un petit système paysan, même comme le nôtre, est dépendant de tout un tas de processus industriels. Nous, on a essayé de se rapproprier plein de choses dans notre branche, mais rien que le fait qu'on soit une spécialisation, on a des maraîchers, quoi. Pas d'animaux à la ferme, on n'est pas éleveur, on n'a pas une petite ferme complète, un peu autarcique, où on va vendre nos surplus au marché, ça c'est clairement pas notre cas. Et bien rien que ça, c'est déjà de l'industrialisation. L'industrialisation, elle a commencé avec la spécialisation des productions. Et à l'intérieur de chaque production, c'est ultra spécialisé encore. Je peux te parler de mon exemple du maraîchage. Nous, on s'est réapproprié la commercialisation, dans la plupart des cas, elle est complètement externalisée. On s'est réapproprié la production de plants, on fait nos plants, mais dans la plupart des cas, les gens, ils achètent leurs plants. Ils les commandent sur l'année, ils les commandent en novembre-décembre, et ils savent, semaine 22, il y a tant de plaques de tant de céleri qui arrivent. C'est calé pour toute l'année. C'est des gros producteurs industriels de plants qui les font. Et on s'est réapproprié aussi le fait de faire du maraîchage diversifié. Donc on essaye de faire pratiquement tous les légumes. Mais bon, voilà, il y a plein de maraîchers qui font 3 légumes. On n'utilise déjà pas de produits de synthèse, on prend soin de nos animaux sur leur mode de vie, parfois même sur les questions d'abattage. Il y a des groupes en France qui se montent sur l'abattage à la ferme par exemple. Donc en fait on défend toutes ces choses-là, quoi. 10 ans de travail collectif, parce que finalement on a beaucoup appris aussi à se relationner entre nous, à s'organiser, etc. Nous, on est conscient que si on n'était pas un collectif, on ne serait pas là. C'est possible, pour nous, je parle même aussi pour mes collègues, d'être paysans parce qu'en collectif, on peut avoir des week-ends, on peut avoir des vacances, on peut faire des travaux qui sont durs, mais à plusieurs, c'est moins dur, c'est tout de suite autre chose. Là où c'est les zones les plus sensibles, c'est dans les élevages intensifs, puisque c'est des Formule 1 qu'on retrouve, les poulets, les vaches là-dedans. Donc le moindre pépin, il est en effet catastrophique, économiquement, psychologiquement quand on perd ses animaux, et l'impact économique, il est énorme. Du coup, pour pallier c'est des systèmes perfusés, donc il faut intervenir constamment, et si on pouvait trouver un coupable ailleurs, ça serait pas mal. Et remettre en question le modèle global, en fait, c'est ça la problématique, et il y a tellement d'enjeux économiques qui fait qu'on ne peut pas s'arrêter. Donc c'est là où ça pêche en fait, quoi, clairement, quoi. Dans les systèmes actuels, comment donnes-tu du sens à ton métier ? Moi je voulais un truc qui avait du sens, clairement. Moi des fois il y a des gens qui m'expliquent leur boulot, je comprends pas qu'est-ce qu'ils font, tu vois. Donc clairement il y a cette dimension existentielle où je pense que voilà, moi c'était mon salut quelque part. Je pensais pas trouver un boulot qui me plaise. Au final, c'est vrai que je l'ai trouvé. Il y a plein d'aspects du boulot qui m'ont plu, sans qu'ils soient directement politiques ou de valeur. J'aime bien le côté physique, le côté en plein air. Maintenant, ça m'amuse. J'essaie de reconnaître les chants d'oiseaux, tu vois. Je me suis mis à l'ornithologie. Et ça s'y prête hyper bien, en fait, le métier, quoi. Puisqu'on est tout le temps dehors. Et ouais, j'avais un côté hors sol, tu vois, dans la vie citadine, que je voulais pas... Moi, j'adore ce que je fais. Et j'adore aussi parce que ça a du sens. Je pense que je pourrais aimer plein d'autres choses aussi qui ont du sens, mais pour moi, c'est hyper important que ça soit en accord avec mes valeurs. Moi, dans mon désir d'aller vers la paysannerie, qui recoupe d'ailleurs plein de choses, mais je pense que j'avais vraiment l'idée de faire de l'écologie. Moi, c'était ça mon truc. Là, après, ce que je racontais sur l'industrialisation et tout, c'est quelque chose que j'avais vaguement en tête, mais que j'ai vraiment identifié en faisant ce métier-là, quoi. Les bienfaits d'être paysanne. Oui.
Déjà, travailler avec les saisons, c'est hyper intéressant parce qu'on travaille moins l'hiver, quand il y a moins de lumière, et on a forcément moins d'énergie. Quand on travaille le plus, c'est aussi quand il y a plus de soleil, direct on a plus d'énergie. Ça joue aussi l'effet d'être dehors. Je pense que ça... Peut-être que c'est pas le cas dans toutes les fermes, mais moi je trouve que notre ferme, c'est un beau cadre de travail. En fait, on est là, on entend les oiseaux, on a un beau paysage. Je pense que ça fait du bien aussi quand on est... La vraie raison aussi, je me dis, qui fait que j'ai envie de militer pour l'agriculture paysanne, c'est même pas tant pour l'écologie, encore que ça a ce sens-là, bien sûr, mais c'est d'abord et avant tout un côté social, c'est pour avoir des campagnes vivantes, quoi, et des modes de vie et des relations riches. Ça, pour moi, ça peut passer que par une multiplication de la paysannerie sous plein de formes différentes. C'est d'avoir des territoires riches et plein de relations riches, en fait, c'est ça, en vérité, maintenant, ce que je me dis. Politiquement, le vrai sens, c'est celui-là. Il est social avant d'être écologique. Alors, il faut pas... En espagnol, on dit romantiser, mais je sais pas comment on dit. Romantiser la situation quand il pleut et que tu es dehors, c'est pas toujours agréable. Quand il fait hyper chaud au soleil, c'est pas toujours que du bien-être. Mais il y a plein de moments très agréables. Après, ça ajoute aussi un côté de challenge, de aussi être capable de résister un peu comme si c'était un sport. Un peu. Il y a un côté physique où on a envie de réussir, tant pour les résultats des légumes que pour notre... Je pense que ça nous maintient aussi en bonne condition physique, même si ça peut aussi nous faire mal au dos. Moi, je me suis fait opérer de canal carpien. En fait, je pense que c'est pas le même usage de ton corps quand tu es assis dans un bureau. Tu as peut-être d'autres problèmes. Et moi, je choisis carrément les problèmes de la paysannerie. Je veux bien je préfère celle-là. Mais c'est pas exempt des problèmes. Je sais pas, je trouve que c'est très important de dire aussi que quand on travaille la terre, on use notre corps et qu'il y a des conséquences à ça. Et nous, les anciens de notre village ou à la ferme, ils s'étaient pliés en deux parce que travailler la terre, là usé leur corps jusqu'à qu'il soit complètement plié. C'est pas négligeable non plus, je trouve. Que signifie pour toi nourrir les gens? Exercer une profession pour nourrir la population a-t-il un sens particulier pour toi? Alors, nourrir les gens, c'est qui déjà? Nourrir les gens, c'est pour moi, c'est nourrir mes voisins, c'est nourrir mes amis, c'est me nourrir moi, les enfants, les futurs enfants. Nourrir, c'est hyper important parce qu'on mange 2-3 fois par jour. Et si on veut être en bonne santé, ça passe quand même par là. Donc c'est vraiment un fondamental. Produire des légumes, que des gens les mangent et qui me font des retours, ça c'est hyper, c'est une reconnaissance, c'est valorisant, ça c'est hyper bien. Après moi j'ai du plaisir, toutes les semaines je vais à mon AMAP et je reste là pendant l'heure et demie, je discute avec les gens, ça j'adore. Puis ça me sort un peu de ma campagne aussi, voilà. La différence entre vraiment l'échange monétaire, demander de l'argent aux gens et tout, ça non c'est vraiment pas mon truc. Et pour ça du coup l'AMAP c'est hyper bien parce qu'en fait ça se passe une fois par an et après on n'en parle plus. Nourrir les gens, c'est aussi, en fait, c'est prendre soin des gens, quoi. C'est important, en fait. Et prendre soin des gens, ça passe par bien les nourrir, en leur proposant des produits sains, de qualité, mais aussi prendre soin, les nourrir, c'est aussi prendre soin de leur paysage. Comme je l'ai décrit avant, l'agriculteur, il passe son temps à façonner le paysage, donc il a aussi ce devoir de nourricier au sens rendre le paysage beau, en fait, ça nourrit aussi. On pourrait voir les choses un peu plus lointaines que de nourrir, juste manger, mais il y a ce volet-là, je trouve qu'il est assez important. Le beau, le paysage, c'est important. Et quand on a un coup de blues, c'est connu, mais de juste marcher dans la nature, à la campagne, mais même ceux qui ne vont pas bien, quand ils cherchent à marcher, qui sont en ville, ils se rapprochent des zones vertes, des parcs. Donc voilà, ça, c'est aussi se nourrir en fait. J'aime beaucoup l'essence de nourrir les gens, c'est une grande fierté, quoi. Mais je pense que je ne sais pas si on y pense à ça quand on est en train de désherber et de discuter.
le sens que ça a, que ouais. Après, tu vois, je me dis aussi des fois, en vrai, moi, mon vrai but, c'est que les gens se réapproprient en fait ce truc de la production de bouffe en fait. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des catégories de la population qu'on désigne comme ça, vous allez produire la bouffe. En soi, moi, je pense que ça a du sens existentiellement pour tout le monde et ce serait très bien que tout le monde ait un petit jardin vivrier au moins, quoi. Ou des parcelles collectives. Je pense que c'est ces deux choses-là, moi, que je trouve important en termes de nourrir, c'est bien nourrir les gens, en termes de manger, et nourrir de beau, et de belles choses, et de belles rencontres. La vente directe, c'est un atout, ça permet de nourrir des gens de notre quotidien, de refaire du lien, et aussi se nourrir soi, puisqu'on est un peu sédentaire quand même en tant que paysan. Voir des gens et qui nous parlent des choses grâce à le fait que notre ferme soit ouverte pour la vente directe, mais aussi pour des événements culturels, ça nous nourrit aussi, quoi. Donc ça va dans les deux sens. À travers la parole des personnes sur le terrain, des gens qui travaillent avec la terre et le vivant, sont mises en évidence l'inégalité, la non-durabilité, la destruction engendrée par un modèle agricole libéral qui surexploite la terre, aliène les individus, épuise et abîme les formes de vie jusqu'à les détruire. Face à ce système hégémonique puissant, des voix s'élèvent, celles d'individus qui s'y opposent, œuvrant en son sein même, adoptant des pratiques alternatives pour mettre en place des façons différentes de coopérer avec la vie et la terre. Mais ces structures alternatives peuvent-elles constituer un nouveau modèle viable, une solution pérenne et réaliste face au modèle agricole actuel ? Par où commencer pour aller dans la direction d'une transformation profonde du système existant ? On se retrouve dans 2 semaines pour un second épisode, Agriculture, semer les graines d'un système agricole différent pour faire germer une société nouvelle. Dans ce deuxième volet, on retrouvera les travailleuresses dont on a entendu aujourd'hui la voix, le récit et l'expérience de la profession, pour qu'elles nous parlent de leur vision de l'avenir et des futurs possibles. Analyser et comprendre les rouages du modèle agricole actuel pour mettre en lumière ses dynamiques, déconstruire sa domination et son hégémonie apparente est une première étape. La suivante, indispensable, est d'offrir à la place d'autres potentialités. Imaginer ensemble, construire par l'intelligence collective et mutuelle, le possible d'un monde agricole nourricier différent. Commun, solidaire, durable et résilient, autant pour l'espèce humaine que pour les autres formes du vivant. Pour se réapproprier notre rapport à notre environnement, à la faune, à la flore et par là même au monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dissonance. Pour ce 3e épisode, c'était Mitu à la voix, Flo au montage, Maël et Oli à l'écriture, Paul à l'habillage sonore et Maël, Lia, Alex et Johan au recueil des témoignages. Merci à tous les contributrices pour leur confiance et d'avoir accepté d'y partager leur expérience personnelle et leur vécu. Rendez-vous vendredi 27 février à 20h sur dissonance.bzh pour un nouvel épisode de Dissonance, le média podcast populaire, radical et militant.